Bonsoir à tous, bienvenue à notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du siège du club. Un numéro pour lequel nous avons aujourd'hui comme invité Jean-François Albert, Alexis Escamilla et Jean Santenac, l'un des partenaires historiques du club à travers le domaine de la Roque et les vignes de Bacchus à Trèbes. Avec vous, nous allons faire, messieurs, un large tour d'horizon de l'actualité trésiste locale, notamment carcassonnaise bien sûr, et surtout envisager la réception de Toulouse samedi après-midi à Domecq. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Première question pour vous, Jean Santenac. Vous êtes retraité depuis quelques années, et puisque vous aviez, avant ça, vous aviez cumulé les fonctions de chef de service du service pharmacie à l'hôpital de Carcassonne et viticulteur, puisque vous aviez une propriété sur Trèbes, que vous avez toujours d'ailleurs, le domaine de la Roque que vous exploitez avec votre fils actuellement. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez vous présenter pour ceux qui n'auraient pas l'opportunité ou le plaisir de vous connaître encore? Oui, bien volontiers. Bonsoir à tous d'abord et merci de cette invitation. Alors, écoutez, oui, après une carrière hospitalière de près de 40 ans, je me suis consacré à temps plein au domaine et que je menais déjà depuis une quinzaine d'années avec une double casquette. Et je tenais à profiter et à vraiment savourer le métier de vigneron à temps plein. J'ai pas été déçu d'ailleurs parce que ces dernières années ont été une cascade d'événements pas toujours drôles. Les inondations en 2018, le Covid que tout le monde subit mais que nous avons aussi ressenti de plein fouet en tant que vigneron. Et puis le gel du printemps dernier. Alors bon, on n'est pas là pour s'appesantir, pour pleurer sur soi. Et c'est au contraire donc de partager des bons moments pour justement essayer de rebondir. Voilà. Donc un domaine familial en effet, et mon fils y est associé avec un caveau de dégustation. Les vignes de Bacchus. Les vignes de Bacchus. Au bord du canal à Trèbes. Exactement, voilà. Une adresse qui est connue et reconnue. Une adresse qui commence à être bien connue, des Carcassonnais et des environs, en effet. Voilà. Au niveau de la capacité d'exploitation, de la superficie de votre exploitation? Alors c'est une propriété qui maintenant couvre 55 hectares de vignes sur Trèbes et Fontiès-d'Aude, avec une variété assez importante de cépages, puisque nous avons 15 cépages différents plantés sur ce domaine. Et c'est une propriété familiale, hein. Ça fait 5 générations que chaque génération apporte sa pierre à l'édifice et bâtit cette propriété qui est agréable, qui est en bordure de rivière d'Aude, qui a l'inconvénient et l'avantage d'être en bordure de l'Aude. Voilà, donc pour ce domaine. Combien de cols vous sortez par... Alors, nous pêchons un peu sur le côté commercial. Nous arrivons à produire 4500 hectos entre blanc, rosé et rouge, et nous ne commercialisons que 10% de ce volume en bouteilles, soit à peu près entre 15 et 20 000 bouteilles par an. Et nous mettons en bouteille ce que nous savons vendre, et c'est vrai qu'il y aurait du travail à mener pour développer le côté commercial. Et le reste part au négoce ou en coopérative? Voilà, le reste part absolument dans le négoce, les grands acheteurs, les grands chais de France, voilà, il y a un travail à l'export? Alors un petit peu, ça fera partir des projets de développement. Et voilà, je compte bien que mon fils non seulement continue, mais développe cet aspect-là. Si on veut en effet atteindre une phase critique intéressante et développer vraiment la bouteille, il faut absolument aller sur l'export. Ouais. Bon, nous allons maintenant parler sport avec vous, Alexis. La déception de la défaite des Ignans, ça y est, c'est passé? On est passé à autre chose? Oui, non, c'est passé. Ça reste un match de championnat, même si c'est un derby, effectivement. Il faut qu'on s'en serve. Je pense que dans les défaites, il faut se servir de ce genre de match pour justement s'évaluer. Face à une très belle équipe de Lézignan, il faut en tirer effectivement quelque chose pour pouvoir travailler. Et on les a un peu aidés quand même, non?
avec cette indiscipline, on leur donne 10 points. Oui, bien sûr, on leur donne... C'est un problème un petit peu récurrent, comme on dit chaque fois. Oui, bien sûr, on fait beaucoup de fautes, on ne complète pas nos chaînes. Sur l'engagement, on perd le ballon alors qu'on vient de remarquer à 16-16. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on travaille effectivement sur ça. C'est de la concentration ou c'est qu'on veut trop bien faire, au contraire, se précipiter un petit peu? Ouais, je pense qu'on se précipite parce qu'il y a des occasions où on aurait pu mieux finir, effectivement, et eux ont été plus performants sur ce domaine-là. Dès qu'ils sont entrés chez nous, et dès qu'ils ont pu marquer, ils l'ont fait et ils ont repris le score après en seconde mi-temps, alors que nous, effectivement, on avait recollé au score. On aurait pu passer devant et prendre le jeu à notre compte. On n'a pas su le faire. Donc effectivement, il faut qu'on y retravaille dessus et être plus discipliné. C'est la base de notre sport. Hein. Jean-François, maintenant, là, toutes les composantes Carcassonne 13 sont en route, disons. Hein. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur chacune des structures? Bon, en gros, hein, l'académie, mettons. Ben, l'académie, ça évolue dans le bon sens. Hein. Là, maintenant, le rythme commence à être pris. Donc, il y a eu les premiers plateaux avec des rencontres intéressantes dans les catégories chez les plus petits, hein, U7, U9, U11. U15 et U17, ben, c'est plutôt très encourageant. U17 en particulier, hein, parce que c'est quand même cette catégorie... j'allais dire, qui est très charnière hein, par rapport à l'avenir proche. Donc avec un démarrage de saison très très satisfaisant dans cette catégorie-là, avec un effectif conséquent et des résultats probants, donc ça c'est bien. Les filles qui font leur petit bout de chemin, hein, on l'avait dit, on redémarre une aventure, on la redémarre de zéro. Donc le premier rendez-vous, hein, leur premier tournoi avait été quand même compliqué pour elles. Au second, et c'est ce qui est très chouette, elles ont constaté toutes de nets progrès. Elles vont jouer dimanche à Bao à l'occasion d'un challenge honorifique là, Colette Tinière. Donc voilà, ça va être une opportunité peut-être, pourquoi pas, d'un premier trophée ou d'une première... Dimanche 12h30. Voilà, d'une première récompense. C'est tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, c'est très encourageant. Et j'en profite d'ailleurs pour souligner l'investissement de l'entraîneur, donc Éric Dumont, qui vient d'être fraîchement diplômé par la fédération. Donc il vient d'obtenir son diplôme d'entraîneur fédéral. Vous savez que je suis très attaché à ça et que c'est un vrai enjeu. C'est bien de confier des équipes, mais c'est bien de les confier à des personnes qui s'engagent véritablement dans la formation. Donc je suis très très content pour lui, il doit être très fier d'ailleurs, et il a raison de l'être. Un diplôme, on ne les donne jamais, donc c'est bien qu'il l'ait obtenu, et ça rajoute du crédit à ce projet féminin. Une juste reconnaissance. Tout à fait. Et ensuite, pour terminer le VAR, puisque nous reviendrons après sur l'élite et c'est le U19 à part, oui. Donc le VAR. Le VAR, je suis allé dimanche donc voir ce fameux match contre Bao, puisque ça faisait quand même partie des grands rendez-vous pour le VAR. Ils l'ont plutôt bien négocié, hein. Leur équipe est quand même surpuissante, il y a beaucoup de joueurs très costauds. Bao les a aussi bien aidés, avec 3 cartons jaunes et un carton rouge, ils ne pouvaient pas faire beaucoup mieux. Donc c'est vrai qu'on a vu qu'à ce niveau-là, hein, que Bao, le VAR, c'est le haut du tableau. Hein. On ne peut pas se permettre de faire preuve d'autant d'indiscipline. Donc le match a été intéressant par rapport à l'engagement physique qu'ont pu mettre les uns et les autres. Il a été, à mon avis, un peu contrarié sur la qualité par cette indiscipline de Bao qui a fait que les équipes ont toujours joué. Soit le VAR s'est un peu précipité au moment où ils étaient en surnombre, soit Bao a essayé de pourrir un peu le jeu pour empêcher de véritablement être déboulonné. Pour autant, le VAR l'a mené de la première à la 80e, donc la victoire est logique et méritée. Jean, comment êtes-vous venu au rugby ? Le rugby, déjà tout petit, par mon père qui m'a mené à Domecq, où j'ai vu des grands joueurs, les frères Bonal, Jean Barthes, et bien d'autres. Et donc, le virus a pris. Hein, et malgré ce, étant résident à Trèbes, étant à l'école et au collège à Trèbes, ce n'était pas
facile de jouer au rugby. À Trèbes, on jouait au hand. C'est vrai. Voilà. Je vois qu'on a joué l'un contre l'autre. Oui, exactement, exactement. Et donc, voilà, je n'ai pas bénéficié d'une académie et de structures qui permettent de démarrer très tôt. Parce que mais vous y êtes venu quand même après, au rugby. Voilà. Après, bon, j'y suis venu au lycée avec des copains et donc on a joué. José Moya peut-être. Et avec José, bien sûr, avec qui aussi on a joué au hand, mais on a joué au collège et puis au lycée Sabatier, où là j'ai retrouvé des amis et des copains qui ont, eux, bien joué à un bon niveau, comme Bernard Guillem. Il n'y avait pas Pierre Sicre avec vous. Et voilà, exactement, ouais. Tout à fait. Voilà, et des gens avec qui j'ai gardé des liens d'amitié indéfectibles depuis, voilà. C'est un petit peu ça. Oui, puisque vous avez prolongé votre amitié sportive avec José Moya, André Malacan, tout ça, Manu Caravaca, Didier Bernard, vous faites fréquemment des sorties en vélo. Et voilà, donc on a toujours fait du sport ensemble. Depuis qu'ils ont arrêté leur carrière quasi professionnelle, même si on ne l'était pas vraiment à ce moment-là, on a toujours partagé des moments de sport, que ce soit la course à pied, et que ce soit des défis verts à l'époque où nous associons dans la même journée 3 épreuves de course à pied, d'orientation, de VTT et soit de canoë-kayak, soit une épreuve épique. Enfin, c'était assez... Voilà. Donc on a toujours partagé et encore, aujourd'hui même, nous avons parcouru le Limouxin et nous avons fait 70 km de vélo au travers la belle région de Limoux et en ce moment avec des couleurs magnifiques de l'automne. Voilà. Ils ont gardé l'esprit de compétition qu'ils avaient sur le terrain. Ah oui. Vous tirez la bourre un petit peu. Évidemment. Ça passe pas, ça. Je crois que quand on est né et qu'on a joué à la SC 13 et à Carcassonne 13, eh bien, on a l'esprit compétition. Et donc, ça dure. Et quand on peut se mettre une pigne dans une côte, on le fait. et ça reste très présent. Bien que je vois que José craint davantage maintenant les descentes que les montées. Eh oui. Jean-François, très honnêtement, est-ce que vous attendiez à trouver les U19 au niveau où ils sont actuellement, c'est-à-dire invaincus après 3 matchs et avec 3 belles performances, quoi? Non, c'est une très belle surprise. Hein. On a senti des choses, mais on en a souvent parlé. Hein. On ne savait vraiment pas où on allait. Ces garçons, ils n'ont pas joué au rugby quasiment pendant 2 ans. Et paradoxalement, je pense que c'est ceux qui les a... On dirait qu'ils se défoulent 2 fois plus, quoi. Ouais, dans l'envie, dans l'enthousiasme qu'ils manifestent. Oui, je crois surtout que, et c'est vrai que je ne cesse de le dire et que je le crois vraiment, la même mise de Teddy et Sadawi et d'Amar Sabri sur ce groupe, elle est vraiment formidable, parce que ces joueurs-là, ils ont cette capacité, comme pas tous les anciens joueurs justement, hein, je m'en excuse, mais c'est un constat, à véritablement transmettre. Le rugby, c'est quand même une histoire de transmission. Et dire à quelqu'un, moi tu vois, quand je jouais, je faisais comme ça, c'est pas de la transmission. Et ce que je vois avec Amar et Teddy, et que vraiment j'en mesure tout l'impact de semaine en semaine, c'est que ce sont des joueurs qui savent transmettre avec beaucoup d'humilité. Et diable qu'ils auraient des choses à dire qui les contrarient à certains moments, et ben ils savent mettre le mouchoir dessus parce qu'ils ont bien compris que il faut plus se comparer. C'est terminé, ce temps-là il est derrière eux. Heureusement et malheureusement, c'est comme ça fait partie de la carrière d'un sportif de haut niveau. Ils ont connu des choses formidables, ils en ont connu aussi des détestables, et je crois que ça les a forgés comme ça. Mais par contre, ils ont parfaitement intégré leur rôle, qui est aujourd'hui celui de transmettre, et justement de faire partir d'un point A à un point B qui est forcément plus haut, tous ces garçons. Et on sent très bien, hein, vous savez, aucun de ces joueurs
qu'ils entraînent ne les ont vus jouer. Nous, on les a vus jouer, hein, Teddy et Amar, et longtemps. Et bien pour autant, il y a cette écoute. On dirait que c'est un peu scolaire, des fois, ils les écoutent vraiment, ils essaient de restituer. Ben, le résultat, il est là. On va avoir dimanche, puisqu'on a, à mon avis, un très gros match qui nous attend. Samedi, qui nous attend avec nos U19, ça sera un test supplémentaire. Et puis ça sera bien aussi de les voir, nos garçons, dans le dur, comme on dit, parce que le rugby, c'est comme le vélo. Hein, c'est le vélo sur le plage, Jean-François, il peut me faire. Le vélo dans les côtes, Jean-François, il ne passe même pas. Donc, compliqué. Vous parliez de transmission, Jean-François, donc peut-être un mot sur les trois cadres de cette équipe des U19, donc, qui sont Hakim Meladri, Lucas Rodriguez et Julien Laporte, là, qui transmettent l'expérience qu'ils ont acquise pendant leur séjour avec l'équipe élite. Est-ce qu'au niveau de la transmission sur le groupe du 19, ils jouent leur rôle à fond là? Alors, je pense qu'ils jouent un rôle. Alors, je ne dirais pas transmission pour eux, je parlerai plus d'exemplarité. C'est des garçons qui ont fait beaucoup de sacrifices. Ouais. Et donc, du coup, ils arrivent à passer devant à certains moments parce que c'est aussi ce qu'on attend d'eux. Et c'est aussi ce qu'on leur a dit. Frédéric travaille avec Julien Laporte, qui est un très jeune joueur, meneur. C'est difficile, c'est un poste très compliqué. Et meneur, tu le deviens aussi avec les attitudes de meneur. Et on a particulièrement apprécié justement les 2 premiers matchs de Julien où on l'a véritablement vu passer devant quand il a fallu. Il n'a pas joué les ignames parce qu'il se faisait opérer dans de sagesse, c'était une petite aléa, ça arrive. Mais pour autant, voilà. Lucas Rodriguez, qui a fait des matchs en première, ça se voit. On dit toujours, quand tu as joué en première, il faut que tu sois au-dessus en junior. Force est de constater qu'il est au-dessus encore. À Lézignan, il a beaucoup pesé dans cette rencontre. Et Hakim, qui est dans un autre genre et dans un autre registre, puisque c'est un joueur qui couvre plusieurs postes, ben je trouve qu'il a été souvent très pertinent dans les matchs. Il a commencé à un poste, il est allé à un autre. J'ai le souvenir du match d'Albi où on était un peu en difficulté. Teddy choisit de le replacer en 13 et il a véritablement mis l'église au centre du village. Il a remis l'équipe dans le bon sens. Et ça, c'est vrai que c'est une forme à la fois d'intelligence, parce que ça veut dire qu'on comprend ce qu'on te demande. Et c'est quand même une capacité qui est intéressante pour demain se dire à un moment on a des joueurs qui comprennent quand ça va mal et qui surtout réagissent pour que ça aille mieux. Donc ça c'est plutôt très bien. Alexis, avec le repositionnement de Sofiane Mitigri au centre et la venue de Thibaut Marty, vous avez changé plusieurs fois de partenaire, vous serez appelé à le faire plusieurs fois à votre poste d'ailier. Est-ce que c'est pas un peu perturbant quand même ces rotations? Est-ce que vous n'avez pas certaines habitudes avec un centre il y a des automatismes qui sont peut-être un peu plus difficiles à trouver. Disons que effectivement, comparé à l'an dernier, ça change. Mais l'an dernier aussi, au cours de la saison, on avait pas mal changé. L'arrivée effectivement de Dane Francis qui joue arrière a repositionné Sofiane au centre. Contre les Ignans, il a été repositionné seconde ligne. Donc, comment vous les avez trouvés d'ailleurs tous les deux avec Vincent? Très bien, très bien. Non, ils ont apporté à l'équipe ce qu'on attendait d'eux. C'est compliqué de changer de poste, surtout comme ça. On l'a su un petit peu à la dernière minute. Ils n'y avaient pas travaillé de tout l'intersaison. C'est dû effectivement à l'absence de joueurs qui ont été repositionnés. Donc ils se sont bien habitués. Je les ai trouvés bien dans l'agressivité, dans les prises de balles. Et après, pour revenir sur le poste de centre, je pense que ça sera... On préfère effectivement travailler avec le même centre. On a certains automatismes, mais il faut effectivement s'habituer à jouer avec d'autres joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, Sofiane et Thibaut ont cette capacité au centre de casser des lignes, de créer un surnombre. Et donc, du coup, on répète à l'entraînement. Possibilité que ce qu'on avait, mettons, l'an passé. Quoi. Exactement. Donc, c'est deux joueurs qui sont différents. Et du coup, on tourne à chaque entraînement pour justement travailler les automatismes, que ce soit en attaque et en défense. Et donc, on verra ce week-end qui sera aligné, mais c'est une concurrence qui est saine et qui justement force les joueurs à se dépasser. Exactement. Et je pense qu'on mette Sofiane seconde, qu'on le mette centre, que ce soit Thibaut, c'est pareil, qui joue en junior, qui joue au centre en première. Ce sont des joueurs qui se donnent à 100%, donc c'est parfait pour l'équipe. Et il n'y a vraiment aucun joueur n'aura
à l'annonce des 13 et des 17 pour le week-end. Jean, vous nous aviez dit que ce virus du rugby, vous l'aviez attrapé à travers votre père et qui vous a mené à Domecq, voir vos idoles. Mais ce virus, vous l'avez vous-même transmis à une personne qui était profondément keynesiste, qui est votre épouse, Nathalie, et dont vous avez changé le destin sportif, puisque maintenant, elle ne joue plus que par Carcassonne 13. Mais c'est vrai que mon épouse regardait le rugby, a toujours regardé la télé et le rugby, mais le rugby à 15, parce que son père était quinziste, les matchs de l'équipe de France, elle n'en ratait pas beaucoup. Et tout naturellement, à mon contact, elle est venue voir du 13. Vous ne lui coupez pas la télévision quand elle regarde le 15. Également. Et en effet, je l'ai convertie. Je l'ai converti complètement. J'ai pas eu beaucoup de mal. C'est elle-même qui m'a dit, mais ça me plaît, il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a du temps de jeu, on ne s'ennuie pas. Et donc, je reviens avec toi. Comme quoi, il peut y avoir de belles conversions. Et voilà, exactement. Par contre, votre fils Pierre, alors lui, il aime le contact, mais pas dans le même sport. Alors voilà, lui c'est un petit peu différent. Non, je pense qu'il aime les sports d'équipe et même s'il n'a pas fait de rugby, c'est un sport qui lui conviendrait parfaitement. Ceci étant, bon, de par son activité, c'est compliqué d'être sur les bords du stade, et puis de tout jeune, il s'est adonné à la boxe. Alors ça, c'est un peu particulier. Pour des parents, c'est pas très évident de voir son fils monter sur un ring et un autre mec essayer de le démolir. Bon, il avait du répondant, mais j'avoue que ça m'avait bouleversé au départ. Et puis c'est quelque chose quand même, c'est un sport extraordinaire, la boxe, qui forge les caractères. Et tu ne peux pas t'échapper là. Je pense que c'est formateur aussi. Il y a un engagement énorme là, et un physique, un cardio énorme. Voilà. Donc c'est un bon sport de base, mais moi j'aime beaucoup les sports d'équipe, parce qu'on retrouve là justement une amitié, un partage qui est quand même extraordinaire, quel que soit le niveau auquel on joue. Jean-François, malgré un potentiel certain pour l'équipe élite, on a quand même un constat mitigé après ces 3 matchs, parce qu'il y a un petit bout d'inachevé, comme le disait Alexis, il y a des trucs. Quel bilan vous tirez, vous, personnellement, au terme de ce premier bloc-là? Après, ce qui est difficile, c'est qu'on a changé beaucoup l'équipe. Alexis faisait référence au poste de seconde ligne, qui pour moi, en plus, est vraiment un poste charnière dans notre rugby aujourd'hui. Nos 2 centres jouaient seconde ligne à Lézignan, et effectivement, ils ont fait une prestation qui a été tout à fait honorable et soulignée par beaucoup. Pour autant, c'était pas l'idée de départ. C'est pas l'idée de Frédéric au départ que de se retrouver avec ces 2 centres de seconde ligne. Et je pense que, et on parlait, je trouve qu'Alexis a été gentil, parce que moi j'aurais été un peu plus dur quand même cette année, parce que pour le moment les ballons ils ne sont pas trop arrivés, et il faut qu'ils arrivent, parce que justement on a des tueurs sur les bords, et qu'il faut qu'ils aient les ballons, parce que c'est la priorité de notre jeu, puis c'est toujours là que ça se débloque, et on voit juste que on a besoin, avec cette équipe et avec ce groupe, d'enchaîner encore des matchs. C'est vrai que on se demandait si le derby venait tôt, si c'était pas un peu juste pour. Je crois que dans 2-3 matchs, on va y voir beaucoup plus clair. Les automatismes, ils viennent. Il y a eu aussi des corrections qui ont été faites aux entraînements par rapport à certains lancements de jeu. Il y a un nouveau demi étranger. Il faut aussi s'adapter à son jeu, et que lui s'adapte au jeu des Français. On a vu des choses intéressantes, mais on a vu aussi des choses qui grippaient un peu sur les choix à certains moments par rapport aux passes. Donc je pense que tout ça, ça va se corriger. Les inquiétudes, j'en ai aucune, mais c'est la difficulté de notre championnat. Une phase, c'est 8 matchs.
C'est vrai que c'est chaud, hein, parce qu'il faut vite trouver un équilibre, il faut vite trouver une carburation. On n'a pas 25 matchs par phase pour dire ça ira mieux dans 8 matchs. Donc, et pour autant, il ne faut surtout pas affoler j'allais dire, l'équipe et les joueurs, puisque d'abord perdre à Lézignan, ça ne me paraît pas être une catastrophe en soi. Ils sont champions de France, on est finalistes, on a tous vu ce match. Le score final est un peu sévère finalement, hein. Le score est un peu dur pour nous. Je pense qu'à un moment on avait l'opportunité de basculer, on ne l'a pas fait. C'est comme ça, c'est comme ça, mais voilà, il faut que... Il y a quelques petits réglages qui, j'espère qu'on verra déjà des choses samedi, mais il va falloir qu'on enchaîne avec une ossature qui enchaîne 3-4 matchs en suivant sans trop se poser de questions. D'accord. Un petit mot sur les recrues, vous avez évoqué Brock et Pelligra, donc les autres. Ouais, Brock est intéressant et je pense qu'il a une grosse marge de progression. Il a malgré tout que 22 ans, hein, donc c'est pas parce qu'on arrive d'Australie non plus qu'on a été touché par la grâce. Hein, donc à un moment on est comme les copains, hein, il faut enchaîner les matchs, il faut trouver ses repères et il est dans surtout quand on arrive à une nouvelle équipe. C'est ça, il est dans ce temps-là. Moi, côté très grosse satisfaction et attendu et logique, Clément Boyer, on prend un pilier international. Et je rigole parce que dimanche, il y avait plein de gens qui me disaient qu'il était bon. Je dis ouais, désolé, excusez-le, il est en équipe de France, donc jusqu'à là, tout est très bien. Lui, il nous rend vraiment du très conforme. C'est dur, ça court dur, ça fait pas de raisonnement, ça fait le boulot tout le temps. Ça met le nez où pas grand monde le mettrait. Donc voilà, et en plus, dans le groupe, il est comme un poisson dans l'eau. Doliac, c'est le joueur qu'on attendait, utility player, on ne sait pas peut-être où il sera le meilleur, mais pour autant quand il est là, il travaille pour son équipe, il y met beaucoup d'énergie, d'intensité. Thibaut Marty, Alexis l'a évoqué, gros espoir forcément, hein, quand on regarde ce joueur, c'est pas possible autrement que ça devienne un très grand joueur, et ça sera un très grand joueur. Il est dans une phase lui aussi c'est quand même un nouveau projet, c'est quand même un garçon qui était dans une autre équipe, à un âge où c'est moins facile de changer de club qu'à d'autres moments. Voilà, Thibaut, de ce qu'il a montré déjà, on sent ce potentiel et il se révélera cette année, l'an prochain et en suivant. Il a vraiment un profil pour s'installer dans cette équipe et connaître une vraie progression. Dan Francis, lui, beaucoup de qualités, quelques petites, des fois, moments d'inattention qui ont été peut-être un peu surprenants à Lézignan. Je crois quand même plus à un accident qu'à un problème de fond chez ce garçon-là. Je pense qu'il est lui aussi capable d'apporter énormément. Première prestation, c'est jamais évident. Hein. Et Tabou. Laroussa Tabou qui... à mon sens, ça fait son meilleur match à Lézignan. Voilà, celui-là de match, c'est pas que les autres ne m'avaient pas plu, enfin si un peu quand même, mais celui-là il m'a plu. Là j'ai vu de l'intensité sur les courses, j'ai vu un joueur qui est quand même pénible à plaquer pour les autres. Voilà, mais c'est pareil, lui aussi il est sur un nouveau projet, il a besoin de... On a toujours l'impression que c'est facile pour les joueurs d'arriver dans un club comme Carcassonne, et moi je sais par expérience que c'est très difficile d'arriver dans un club comme Carcassonne, parce que en général tous les joueurs qu'on recrute, ils ont peu gagné. Et ils arrivent dans un club qui a tout gagné et qui a gagné souvent. Et ça c'est finalement pas si simple que ça. On vient avec l'objectif de gagner en signant à Carcassonne, sauf qu'on découvre qu'à Carcassonne, les dirigeants sont exigeants, les entraîneurs sont exigeants, les supporters sont terribles. Et pour des joueurs, des fois, c'est nouveau, ça. C'est un contexte nouveau. Quand on est dans d'autres clubs et qu'on est bon, qu'on est un bon joueur, souvent, ce statut, il est, j'allais dire, vitam aeternam, il est posé. Et quand on arrive à Carcassonne, il faut montrer que tu es un bon joueur. Et c'est un peu ce qui se passe pour nos recrues. C'est plus facile pour certains que pour d'autres, mais pour autant, il est intéressant ce recrutement. Il nous manque un joueur qui va arriver, dont on attend, j'allais dire beaucoup, forcément, sinon on ne l'aurait pas pris, mais c'est un joueur qui peut amener, justement, qui peut être un joueur qui déclenche, en particulier sur l'extérieur, des situations. Voilà, une seconde ligne fidjienne, donc
on attend forcément du caractère et un joueur qui va certainement débloquer à des moments certaines situations. Je crois qu'il a eu un petit souci à l'aéroport. Donc ça risque d'être légèrement différé. Ça fait partie des aléas, donc nous ferons avec le différé. Alexis, cette équipe de Toulouse que vous allez affronter samedi semble surfer sur l'effet Super League, en ce sens que c'est vrai qu'il montre des dispositions qu'il n'avait pas montrées les saisons antérieures. On dirait que ce n'est pas la même équipe, donc d'autant plus une raison supplémentaire pour s'en méfier doublement. Non, je pense qu'ils se sont renforcés sur des postes clés. Contre les Ignans, effectivement, ils menaient à la mi-temps. Je pense que cette équipe qui était peut-être jeune il y a 2 ou 3 ans, justement, chaque année progresse. Et donc, effectivement, c'est une équipe à prendre au sérieux. Et on va la prendre au sérieux comme chaque fois. Et il va falloir faire un match peut-être plus complet, effectivement, que les autres et essayer de s'améliorer dans la conservation de balles en finissant nos chaînes aussi également pour pouvoir effectivement pouvoir l'emporter samedi. Donc voilà, on va travailler toute cette semaine, on a commencé mardi et on va continuer ce soir et demain en faisant des vidéos. Exactement. Je vais faire une petite pause parce que j'ai oublié de vous donner les résultats du week-end passé, qui sont quand même importants. Bon, l'Académie a participé à nombre au tournoi Hervé Guéraud à Limoux, apparemment c'était un des clubs les plus représentés. Les U17 se sont imposés à Montpellier sous le score de 64-16. C'était un week-end off pour les U19 et l'équipe élite, donc, on dit. L'équipe élite de Duvar a remporté sur sa pelouse le choc face à Bao, 22-12, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jean-François. Ils sont co-leaders avec Pia. Et l'équipe réserve du Var, par contre, s'est inclinée à domicile 22-14 contre Ille-sur-Tête, qui lui reste invaincu. Voilà, ça c'est fait. Jean, vous êtes ce qu'il est convenu d'appeler un partenaire historique, puisque votre engagement date de très longtemps. Depuis quand d'ailleurs? Est-ce que vous en souvenez? Je pense que au niveau du partenariat. Le vrai partenariat, on l'a établi pratiquement au début des années 2000, il y a une vingtaine d'années. Et il s'est renforcé au fil des années, puisque voilà, c'est un peu l'époque où mon fils a créé son bar à vin et où nous avons commencé à accueillir les joueurs et le staff. Et c'est devenu une bonne habitude. Alors évidemment le Covid nous a perturbés comme tout un chacun et ça fait 2 ans que nous n'avons pas pu nous rencontrer, mais très vite, nous allons reprendre cette bonne habitude de nous revoir en fin de saison pour fêter. Il y a toujours quelque chose à fêter avec Carcassonne 13 de toute façon. Donc là, je n'ai aucun souci là-dessus. Et surtout accueillir les joueurs, accueillir le staff. Ça nous fait très plaisir de passer un moment vraiment convivial. Et voilà, c'est notre contribution à rendre la fête plus belle avec Carcassonne 13. Et avec le domaine de la Roque. Et le domaine de la Roque. Quelles sont les relations d'un partenaire avec les dirigeants? Vous vous voyez ponctuellement? Il y a une relation vraiment étroite? Alors, moi je salue vraiment les soirées partenaires qui ont été initiées. Vous y participez? Eh oui. Alors malheureusement, je n'ai pas pu participer à la dernière en étant en déplacement, mais j'ai fourni le vin. Tous nos convives ont pu apprécier les vins du domaine. Plus sérieusement, je trouve ces rencontres particulièrement intéressantes et elles permettent des échanges. Là encore, le sport est vraiment fédérateur et va au-delà du terrain et le montre bien dans ce genre de soirée où nous pouvons échanger entre professionnels de différents secteurs. Et je ne dis pas qu'il y ait des retombées forcément immédiates et qu'on y va pour ça, mais
il y a une action de fond quand même. Tôt ou tard, voilà, tôt ou tard, il y a un fond qui s'établit et donc qui est propice à faire des affaires, à faire du business. Il faut pas s'en cacher. On est tous là pour aussi travailler et faire du business et pouvoir encore plus aider notre club favori. Très bien. Jean-François, on l'avait évoqué tout à l'heure, donc les U19 vont aussi recevoir Toulouse. Donc ce sera eux à 16h30 samedi. Bon, là, il semblerait que la barre soit un peu plus haute que sur les 3 premiers matchs, non? Au niveau de oui, mais c'est une équipe qui a eu des résultats très étonnants sur le début de saison, puisqu'ils ont véritablement trié leurs adversaires. Je crois que le moins qu'est marqué Toulouse, c'est 40 et quelques points. Les Ignans a explosé en plein vol à Toulouse. Ils ont véritablement brisé leurs adversaires. Ce qu'on en a vu, c'est une équipe qui a une dimension physique très importante. Donc il va falloir s'attendre à ça déjà. À quand même de l'âpreté dans la zone du milieu certainement. Voilà, après je pense qu'on a les joueurs pour y répondre d'une part et j'espère qu'on aura surtout l'intelligence de les faire galoper. On verra comment ça se passe si eux doivent beaucoup bouger. Je pense que si on reste dans le défi, ça peut être très compliqué pour nous. Si on leur propose à un moment donné autre chose, on risque d'avoir sur eux un vrai impact. Donc ça va être très intéressant parce que justement c'est toujours bien de voir son équipe face à des situations qu'on n'a pas encore aujourd'hui connues et il y aura d'autres gros matchs mais celui-là je trouve qu'il vient par contre très très bien pour nos juniors. Alexis, vous, votre regard sur l'équipe élite donc, de Toulouse, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est une équipe qui est joueuse? C'est une équipe qui est très sérieuse. Moi, je m'attends à un match très dur devant. Il va falloir effectivement. Donc, en dernier, c'est embêté les 2 fois. Contre toujours. Alors qu'ils avaient une équipe qui n'était peut-être pas aussi performante que celle de cette année. Toujours. Donc, c'est pour ça que voilà, je pense que tous les matchs, pour moi, se gagnent devant et surtout en défense. Face à les Ignans, on l'a peut-être pas assez fait et on n'a pas contrôlé le tenu. Donc là, il va falloir vraiment le faire. Ils ont des joueurs qui peuvent démarrer rapidement et ils ont surtout une puissance devant qui peuvent nous contrer. Donc effectivement, on va essayer de travailler fort sur ce point-là. Et après, bon, il y a certains joueurs, ils ont eu un bon recrutement. Ils ont recruté Julien Agulot qui jouait avec nous, donc on le connaît. Je vous en ferai parler tout à l'heure. D'accord, pas de soucis. Donc on va essayer d'être le plus sérieux possible et essayer de corriger ce qui nous a fait défaut depuis le début de saison, comme on en parlait tout à l'heure. Jean, donc on va revenir à vous et au rugby à 13, donc votre investissement qui date de loin. Vous êtes très proche de la génération qui a été championne de France en 1976, on l'a évoqué tout à l'heure là. Est-ce que vous avez la nostalgie de cette époque-là? Parce qu'on dit souvent que c'était mieux avant, mais... Non, très honnêtement non, j'ai pas la nostalgie. D'abord parce que je suis pas un gars à regarder dans le rétroviseur en permanence, je préfère regarder devant et je préfère vivre l'instant présent. Mais ceci étant, non, je trouve que le rugby a bien évolué. On jouait à 10 à l'heure par rapport à ce qui se fait maintenant. Donc il faut... Non, vraiment, on prend du plaisir alors, je ne dis pas qu'on ne se régalait pas dans les années 60-70, mais il n'y a pas photo. Ça a progressé énormément. Physiquement, les joueurs sont des athlètes au niveau de la préparation, de haut niveau. Voilà, ils s'entraînent, ils bossent. C'était plus folklore à l'époque. Voilà, on jouait sur ses qualités plus que sa capacité à les augmenter. Voilà, donc je crois que on est dans une ère où le rugby à 13 a vraiment pris en haut niveau. C'est ce que je regarde. C'est vrai que je vois moins des matchs de division inférieure, mais les matchs de haut niveau... Vous allez souvent voir les Dragons, d'ailleurs. Et en plus, je vais voir les Dragons. Avec mon épouse, nous sommes de fidèles abonnés depuis le début, depuis 15 ans.
et nous ne manquons pas beaucoup de matchs, à tel point nous aimons ce rugby-là. Voilà, et vraiment, ça nous enthousiasme hein, de voir ces équipes, ces joueurs, la vitesse, le dynamisme qu'ils ont, les impacts qu'ils sont capables de produire et l'agilité. Voilà, c'est un tout. Sport total. Et c'est vraiment superbe. Voilà, on y prend beaucoup de plaisir. On se régale, comme on dit chez nous. Jean-François, est-ce que vous pouvez lever un petit peu le voile sur ce que sera la composition de l'équipe de Carcassonne qui affrontera donc Toulouse samedi à 18h? Pas vraiment. Madame Soleil. Madame Soleil. Vous savez, mettons, est-ce qu'il y a certains blessés qui rentrent? Je pense à Mika Simon. Voilà, je On pense avait annoncé qu'il y a... que Emir Walid Bouriba devait également revenir éventuellement. Je pense que Walid est de plus en plus rentrant, hein, Alexis. On est d'accord. Sur Mika Simon, je pense qu'il est aussi opérationnel. Reste à savoir si Frédéric le fera jouer ou pas. Frédéric nous disait qu'il était plutôt réservé. Voilà, j'avais cru comprendre moi aussi qu'il y avait plutôt une réserve pour lui laisser un peu plus de temps et lui donner peut-être du temps de jeu dans 15 jours. Bastien Canet a purgé son match. Bastien Canet a purgé son match. Il peut prétendre donc. Ça c'est bien, il prétendra lui aussi. Et il nous manque qui joue. On devrait retrouver des secondes de ligne. Oui, Alexis et Jonathan Sou. Je cherchais qui nous manquait. Alexis Alberola, c'est bon. Oui, Alexis Alberola, oui. Et Jonathan Sou est rentrant lui aussi. Donc voilà, ça va continuer à amener à la fois de la concurrence et puis à amener peut-être un peu plus d'équilibre aussi par rapport à ce qu'on avait vu à Lézignan. Lézignan, il a fallu changer beaucoup de choses. Ça s'est fait et finalement c'était plutôt une bonne leçon parce qu'il peut nous arriver des choses compliquées dans des matchs de fin de saison ou quoi, mais au moins on saura que ça fait partie des choses qu'on peut faire. Nos centres peuvent jouer seconde ligne et je crois que c'est rassurant aussi à un moment, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire ce genre de choses pour rendre service à l'équipe. Donc voilà, je pense qu'on aura une équipe, je ne dirais pas plus compétitive, mais qui va être mieux structurée. Donc si elle est mieux structurée, on est en droit d'attendre qu'elle se comporte mieux. Je sais que les joueurs ont regardé précisément ce qui avait été bien et ce qui avait été moins bien. Ils travaillent en conséquence. Voilà. Après, c'est vrai que Toulouse, pour y revenir, et vous l'avez souligné, c'est vraiment une équipe qui nous a cassé les pieds l'année dernière. Donc, et il y a fort à parier qu'ils vont arriver avec tous ces très bons souvenirs, parce que pour eux, ce sont de très bons souvenirs. Donc à nous d'être très prudents, très respectueux de notre adversaire. Et ils sont dans aussi ce que vous avez dit au début. Hein, c'est sûr qu'il y a un effet Super League. Hein. Il y a un effet Super League. C'est aujourd'hui un club qui a quand même une perspective extraordinaire, qui n'est plus aujourd'hui un rêve. Hein. Les jeunes savent pourquoi ils jouent. Le groupe, justement, le groupe Super League a repris, donc ça veut dire que tous ces jeunes-là, ils sont aussi là pour montrer qu'ils existent. Ils ont vu quand même un de leurs camarades de jeu qui jouait chez nous, Hugo Peset, signer un premier contrat professionnel pour jouer dans le groupe de Super League il y a quelques semaines. Forcément, ça attise quelques convoitises légitimes. On peut s'attendre à des joueurs forcément qui vont avoir envie, contre une grosse écurie du championnat, montrer qu'ils sont là et qu'ils ont bossé et qu'ils vont continuer à travailler. Donc voilà, pour nous c'est un match intéressant. On a fait un match compliqué à Lézignan parce que c'était Lézignan. Là on a Toulouse. C'est très bien pour nous. On a enchaîné des matchs pas faciles et il faut qu'on gagne d'abord parce que ça va nous faire du bien. Ça permet de travailler aussi. Et ça va nous faire avancer. Je crois beaucoup que ce match nous fera avancer. Alexis, ça va être l'occasion pour vous de retrouver Julien Agulot, comme on l'avait dit tout à l'heure. Quel regard avez-vous sur le joueur? Julien, c'est un très très bon ami. Hein. On joue, on se connaît depuis la MJC. On a joué ensemble en junior. Donc c'est un joueur qui est polyvalent. Hein. Il peut jouer talonneur, troisième ligne. Récemment, il a joué au poste de pilier parce qu'il arrive dans cette équipe. Je pense qu'ils sont venus le chercher pour un joueur d'expérience, hein, même s'il a 25-26 ans. Il a quand même une grosse expérience avec Carcassonne où il a gagné des titres. Donc effectivement, très bon joueur, polyvalent, qui est un joueur
un joueur rugueux. Là, je ne sais pas ce qu'il va jouer. Je pense qu'il va jouer 3e ligne. Je ne l'ai pas eu dans la semaine. On s'est eu semaine dernière. La question. Vous êtes resté à... Oui, on est resté en très bon terme. On s'est eu semaine dernière. On ne s'est pas appelé cette semaine. Je vais vous donner l'occasion de envoyer un message. Allez-y. Allez-y. Enfin, on le lui enverra effectivement. Mais non, ça va faire plaisir. C'est toujours bien de retrouver des copains. On a tout le temps joué effectivement ensemble. Là, on va jouer contre, donc effectivement... Ça va lui faire drôle à lui quand même, parce que je pense tout ce temps passé... Effectivement, sur Carcassonne, donc lui, il va être très content de revenir. Il va vouloir effectivement montrer aussi qu'il n'est pas parti B pour rien. Ouais. Et si, connaissant le joueur, on parlait de compétition et de cet esprit de vainqueur. Donc effectivement, si lui peut venir chez nous gagner, il ne s'en privera pas. Et je pense que ça va être un match intéressant pour lui et pour nous aussi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du match, on saura se saluer, on ira boire un coup ensemble. Ce sera un grand plaisir de le retrouver. Effectivement. Ça, c'est super. Maintenant, Jean, je vais vous faire travailler un petit peu, puisque je vais vous demander de poser une question à chacun de nos deux autres invités. Oui, avec plaisir. Alors, pour Jean-François, j'en aurais peut-être deux, si vous permettez. La première, c'est comment est-ce que tu ressens les parents qui amènent des jeunes joueurs dans des plus jeunes âges? Est-ce qu'ils sont craintifs? Est-ce qu'ils sont réticents? Est-ce qu'il faut les rassurer sur les dangers potentiels? Parce que on voit tellement de choses parfois un peu négatives qui font un petit peu peur. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, elle est plus facile. Les juniors seront au rendez-vous cette année. Je les vois au plus haut rendez-vous des phases finales. Tu le vois aussi? Ouais, voilà. Je l'espère. Ça, tu le sais. Oui. Ouais, je commence par celle-là. Oui, c'est vrai que après, il faut être un peu prudent aussi parce que si vous voyez notre effectif à nous, on a des joueurs juniors qui ont joué en première tous les matchs. Il y a fort à parier que dans quelques semaines, ils joueront davantage en junior qu'en première. Il faut se dire qu'on ne va pas être les seuls à être sur ce schéma-là. Donc, où cette catégorie, des fois, elle est difficilement lisible, c'est qu'il peut y avoir des changements jusqu'à la fin, puisqu'on ne perd jamais sa catégorie. Il n'y a pas de nombre de matchs. Un joueur peut jouer tous les matchs en première, même en Super League, et peut jouer en junior les 2 derniers matchs de la saison. Donc, c'est une donnée qui peut changer un petit peu. Pour autant, l'avance qu'on est en train de prendre, et si on l'accentue samedi, elle sera prise. On l'a bien vu l'année dernière avec le groupe 1. Quand tu es premier à la fin de la phase régulière, déjà, tu sais déjà que tu es quand même plus près de jouer la finale que les autres. Donc voilà, il faut qu'on soit dans cette idée-là, engrangeons des points le plus possible pour se mettre dans la meilleure configuration possible. Et puis on verra à la fin qui véritablement peut tirer les marrons du feu. Mais j'espère qu'on fera partie de cela. J'espère qu'on sera dans les 4. Pour la question par rapport aux parents et aux jeunes, c'est vrai que ce qui était, j'allais dire, c'était absent ça, il y a 25-30 ans, on ne se posait pas la question. On a mené son enfant au rugby comme on l'a mené au handball, comme on l'a mené au foot, comme on l'a mené à la piscine, comme on l'a mené dans d'autres sports. Le rugby est devenu de fait un sport à risque et en plus, notre sport, je pense, n'est pas plus à risque que ce que peut l'être le rugby à 15, puisque c'est souvent lui qui a été pointé comme sport à risque et qui en souffre aujourd'hui, puisque clairement c'est plus compliqué pour tout le monde, que ce soit le 15 ou le 13, au niveau des écoles de rugby, puisqu'il y a ce besoin, et il y a une attente, il faut être clair, il y a une attente. Alors moi je suis beaucoup tourné, vous l'avez entendu tout à l'heure, moi je crois que c'est très important que les gens qui accueillent les jeunes enfants, ils soient diplômés dans leur discipline, qu'ils la connaissent, qu'ils en connaissent les risques. Il ne faut pas en parler tout le temps de ça, parce que... Non, il ne faut pas que ça devienne... Voilà, tout à l'heure vous parliez du vélo, je pense objectivement qu'il y a plus d'accidents mortels à la bicyclette qu'au rugby, et j'en suis sûr. Donc, et on a toujours l'impression que le vélo, c'est très sécurisant, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et pour autant, il faut qu'il y ait une éducation. Après, moi, ce que je trouve,
et qui a toujours été notre force dans le rugby à 13, et des fois justement par rapport au rugby à 15, qui veut changer certaines règles en pensant protéger les joueurs, par exemple par rapport à la mêlée, on ne pousse pas, des choses comme ça. Ça, moi je pense que ce n'est pas la bonne solution. Nous, on a toujours essayé de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on joue chez les petits avec les mêmes règles que chez les adultes. C'est des fois ce qu'on nous reproche, mais moi je reste persuadé qu'en matière de sécurité, c'est ce qui est pertinent. Puisqu'il faut apprendre les bons gestes. Vous voyez, on a tous en tête ces plaquages où on voit beaucoup de rugby à la télévision quand même. On ne voit pas trop le nôtre, mais on en voit beaucoup. Et je suis moi toujours des fois un peu surpris de voir qu'y compris au très haut niveau, encore des joueurs ont du mal à positionner leur tête en rentrant dans un plaquage, des choses comme ça. Et je pense que là-dessus, sur les éducatifs, on est franchement pas mal. On est franchement pas mal. Et on arrive à rassurer, deux, à faire bien comprendre que non, refuser le plaquage, quelque part c'est stupide, puisque c'est refuser l'essence du jeu. C'est comme au judo, si on refusait que les joueurs, que les enfants aillent par terre. Et vous connaissez les sports de combat, vous avez parlé de la boxe à votre fils, ben, au judo, tu te bats très tôt, mais justement, on t'apprend parce qu'il y a ce respect et il y a cet apprentissage-là. On ne peut pas jouer au rugby sans aujourd'hui avoir des gens qui sont capables d'expliquer ces gestes-là, qui sont très très importants. Et si vous parlez avec Alexis, c'est un joueur aujourd'hui qui a quand même beaucoup d'expérience, et il y a quand même des blessures aujourd'hui qu'on évite quasiment tout le temps. Il y a très peu de blessures à la tête, et ça ne veut pas dire que les joueurs ils se plaquent pas, parce que vous le voyez quand on voit les impacts. Quand vous allez à la Super League et on voit un engagement féroce, et pour autant on ne voit pas tellement ce genre de blessures. Et puis il y a et c'est très bien, on a pris en compte aussi des choses qu'il fallait prendre en compte. Le protocole commotion est très important aujourd'hui. Il faut être très attentif à ça, et très attentif chez les jeunes. Et si aujourd'hui vous parliez du tournoi Guiraud, et je crois que ça a fait partie des bonnes évolutions. Tous les petits aujourd'hui jouent avec un casque, dans les plus petites catégories. À un moment, on se posait la question de l'imposer. De fait, ça rassure un peu tout le monde que d'équiper ses enfants de la sorte. Et ça nous rassure aussi à nous quelque part, puisque quand on apprend au début, on est plus ou moins maladroit. Et c'est bien qu'on ait ce genre aujourd'hui de matériel qu'on n'avait pas forcément justement il y a 25 ans. Et voilà. Après, je rejoins. Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup plu tout à l'heure par rapport à la comparaison du rugby que vous avez pu faire. Et quand même, ce qu'il y avait je trouve, de positif, et que des fois, justement, la préparation et le travail qu'on peut effectuer avec nos joueurs a un peu inversé aujourd'hui. Oui, les joueurs, ils jouaient sur des qualités naturelles. Et moi, des fois, je regrette aujourd'hui qu'en 2021, on ne voit pas assez de joueurs jouer sur des qualités naturelles. On leur demande beaucoup. C'est stéréotypé. Alors, je n'irai pas jusqu'à stéréotyper, mais on est sur un contrôle de tout. Ouais. Et moi, j'aime bien les joueurs, justement, qui à des moments peuvent échapper à tout contrôle. Ouais. Et on en voit peu. On en voit peu, même si je regarde beaucoup la NRL, la Super League, et je vois qu'il y a une tendance à chercher cette originalité à certains moments. Des joueurs qui ne sont pas comme les autres. Et je pense qu'il est bon qu'on ait des joueurs qui ne soient pas comme les autres. Et c'est vrai que ça, à l'époque, ça se voyait davantage. On voyait davantage ça, parce que les gens arrivaient comme ils étaient. C'était costaud, et voilà. Bon, tu avais un bon crochet. Voilà, j'avais un bon crochet. Ça m'a fait la transition pour la question à Alexis. Bon, en tant qu'ailier et marqueur, évidemment, puncher, marqueur. Bon, on va pas te voir devant quand même au prochain match, je pense pas. On pourrait faire une pige. S'il faut aider l'équipe. Avec l'âge, ça viendra. L'âge, ça se chargera. Pas tout de suite. Non, moi seulement, tu as porté le brassard de capitaine. Est-ce que pour toi, c'est un fardeau, ou est-ce que, ou au contraire, je comprends que c'est un honneur quand même, mais est-ce que c'est une responsabilité?
Un honneur, forcément que ça l'est, ça c'est certain. C'est arrivé, c'était pas préparé, c'était arrivé l'an passé lorsqu'effectivement Bastien, le capitaine depuis quelques années, effectivement s'est blessé et le vice-capitaine était à Marsabry et qui était lui aussi blessé, donc il a fallu trouver quelqu'un et ce sont les coachs qui sont venus me voir. J'avais cette habitude de parler avant les matchs et donc du coup je pense que c'est venu naturellement. Donc effectivement c'est un honneur, après une responsabilité supplémentaire. Je pense qu'on se doit d'être exemplaire au vu de ses coéquipiers, du staff aussi. Et donc du coup non, ce n'est pas du tout un fardeau. Il faut juste effectivement être concentré et être un petit peu plus responsable et essayer de montrer le chemin et de prendre la parole quand effectivement vous partagez la tâche avec Bastien. On se partage la tâche avec Bastien, on l'a été chacun. Deux co-capitaines. Deux co-capitaines effectivement, en plus avec mon cousin donc ça facilite la chose effectivement. Mais non, grande fierté et on va essayer effectivement sur certains moments où des fois effectivement le groupe se cherche un peu, où effectivement voilà, il faut effectivement trouver la solution ou rameuter effectivement. Exactement. Mais merci de ces réponses, messieurs. Voilà, vous avez été parfait dans ce rôle, vous pouvez venir quand vous voulez. Voilà, et pour terminer, je vais vous donner les rendez-vous de ce week-end. Hein. Donc l'académie est au repos. Les U19 donc, jouent samedi, reçoivent à Domecq à 16h30 Toulouse. L'équipe élite, pareillement, mais à 18h30. Les deux équipes du Var font relâche ce week-end. Et nous l'avons dit tout à l'heure, les féminines jouent dimanche à Pia en ouverture du Nine à 12h30 contre Bao. Voilà, et bien messieurs, cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre participation. À vous tous derrière vos écrans. Bonne soirée à vous et rendez-vous jeudi prochain. Même heure, même programme pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.